Bien, bonjour à toutes et à tous. On va commencer par se présenter. Je suis Loïc Bourgeois, avocat au barreau de Nantes. Et à côté de moi, Sylvie Bourgeon, qui est avocat également au barreau de Nantes. L'Ordre des avocats nous a demandé d'intervenir sur la question du surendettement. C'est à la fois une question vaste qui convoque un certain nombre de considérations très techniques, mais également finalement une procédure relativement intuitive, un peu, j'ai presque envie de dire, de bon sens, avec certaines particularités. Alors, quand on parle de surendettement, il y a souvent deux notions qui sont un petit peu consacrées, qui ont une importance, parce qu'on a des situations de surendettement qu'on peut qualifier, ou qui résultent d'un surendettement actif, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui, par son comportement, va se retrouver dans cette situation de surendettement, avec un excès de dépenses, combiné à un excès de crédit. Et puis, on a aussi des cas qui sont souvent plus difficiles. On parle de surendettement passif, notamment parce que, à l'occasion de ce qu'on peut appeler un accident de la vie, un licenciement, un divorce, un décès, eh bien, on se retrouve à devoir subir une diminution de ses ressources personnelles, et donc dans l'incapacité de pouvoir subvenir à des dettes qu'on pouvait, par le passé, assumer parce qu'on était deux ou parce qu'on avait un travail, etc. Alors, concrètement, maintenant, pour démarrer, quelles sont les conditions d'ouverture pour donc être éligible à cette procédure de surendettement? La première condition est celle de la qualité du débiteur et de la nature des dettes, puisque le débiteur doit être une personne physique et une personne un particulier, mais on ne peut traiter par la loi sur le surendettement que les dettes qui sont des dettes non professionnelles. Donc deux conditions essentielles, et pour schématiser, à retenir: une personne physique et des dettes non professionnelles. Tout ce qui est d'ordre professionnel ne peut pas être intégré dans un plan de surendettement. Les dettes professionnelles sont gérées dans un autre cadre, ce qu'on connaît très bien, en tout cas, a priori. On entend souvent parler des liquidations judiciaires, des redressements judiciaires. Donc c'est dans ce cadre-là que les dettes professionnelles peuvent être gérées, et que la question d'un surendettement à un titre professionnel peut être aussi envisagée. Alors, avant, peut-être simplement revenir sur la définition retenue pour la notion de surendettement. Le surendettement, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas simplement l'endettement, et elle est définie donc par la loi comme l'impossibilité manifeste. Tu peux peut-être descendre. L'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. Alors, ça veut dire concrètement que la commission de surendettement qu'on va exposer tout à l'heure, il faut, pour caractériser le surendettement et non pas le simple endettement, eh bien, comparer tout le passif avec tout l'actif du débiteur, donc les salaires, les allocations familiales, les éventuels revenus fonciers, pour vérifier si, avec ce qui rentre, on peut faire face aux impératifs et aux engagements que l'on a pris auprès de divers créanciers. Alors, troisième condition, et non la moindre, dans cette procédure de surendettement, c'est effectivement une condition de recevabilité qui est appréciée de manière forcément subjective, mais assez strictement, et par la commission de surendettement et par le juge du surendettement, dans l'hypothèse d'une contestation, qu'elle émane du débiteur ou des créanciers. Toujours, on reste sur les définitions des notions avant de rentrer plus dans le déroulement de la procédure. Pour dire s'il y a bonne foi ou pas, eh bien, la commission va en réalité essayer de rechercher les véritables causes du surendettement. Est-ce qu'il y a eu une volonté délibérée et consciente du débiteur, eh bien,
de souscrire des crédits pour avoir un écran plat, pour faire des voyages, ou est-ce que au contraire, c'est davantage une situation de surendettement qui est subie parce que, et c'est quand même assez fréquent en cas de divorce, en cas de maladie ou en cas de licenciement qu'on se retrouve à des situations un petit peu inextricables. Donc les critères qui sont pris en compte, c'est est-ce que quelqu'un qui, pour parler clair, souscrit plus de 50 crédits à la consommation, est-ce qu'on peut considérer qu'il est de bonne foi? Est-ce qu'au moment de ses souscriptions, il ne pouvait pas avoir idée que tôt ou tard, il serait dans la capacité de faire face à ses engagements? Et pour apprécier cette notion de bonne foi, eh bien, on tient compte de l'âge, de la qualification professionnelle également, de l'état de santé, de tous ces éléments pour savoir si est-ce que c'est volontaire ou pas, et est-ce qu'on n'avait pas derrière la tête l'idée que on pouvait toujours continuer à souscrire des crédits, que de toute manière on ne les assumerait pas en totalité en tous les cas. Deux, trois exemples pour un peu toucher du doigt la notion de bonne foi. La jurisprudence considère que il peut y avoir mauvaise foi du débiteur lorsque, au cours d'une précédente procédure de surendettement, l'intéressé a joué au casino à plusieurs reprises. C'est une évidence, mais on est à ce niveau quand même de mauvaise foi. Ce n'est pas une petite mauvaise foi, mais c'est une mauvaise foi caractérisée. On a pu aussi considérer que lorsque l'intéressé a pu, dans le cadre d'une procédure de surendettement, de nouveau contracter des emprunts, et pour écarter, pour en terminer sur les causes d'exclusion d'un accès à une procédure de surendettement, la loi, alors c'est l'article 761 du Code de la consommation qui dit que lorsqu'il y a une déchéance, c'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer la procédure de surendettement, lorsque on a effectué des fausses déclarations à la commission de surendettement, lorsque on a détourné ou dissimulé un actif. Concrètement, on avait une propriété qu'on n'a pas déclarée à la commission de surendettement. On est vraiment dans l'idée de la mauvaise foi. Il faut jouer la transparence avec la commission de surendettement. Et enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, la troisième condition pour pouvoir être déchu de cette possibilité d'accéder à un plan de surendettement, c'est lorsque on a aggravé déraisonnablement le passif ou qu'on a diminué l'actif de manière conséquente pendant le plan de surendettement. L'idée vraiment, c'est on veut bien vous accompagner, on veut bien essayer de voir avec vous comment améliorer votre situation, mais il faut que la contrepartie, c'est que vous jouez la transparence et qu'on découvre pas qu'il y a des actifs cachés ou que vous ayez, sans en avertir la commission, aggravé votre passif. Quand on parle de surendettement et qu'on part concrètement sur le démarrage concret de la procédure de surendettement, on a deux grandes procédures de grands régimes en fait qui sont distincts. Dans un cas, on dépose le surendettement et on peut faire quelque chose avec des mesures qu'on va détailler tout à l'heure, de rééchelonnement, d'imputation sur le capital, etc. Et on a un plan qui est mis en place avec l'accord ou pas, parfois des créanciers, sous le contrôle toujours du juge, ou alors le débiteur est dans une situation qui, cette fois, est irrémédiablement compromise et on passe dans un second régime pour le surendettement, dans un régime qu'on appelle donc de rétablissement personnel qui aboutit purement et simplement à l'effacement des dettes, ce qu'on verra donc dans un deuxième temps. Alors, d'abord sur le traitement de la situation de surendettement en dehors du rétablissement personnel. Alors, lorsqu'on est en situation de surendettement, on saisit la commission de surendettement. Il y a nécessairement une commission de surendettement dans chaque département. Elle est composée de manière mixte, à la fois des représentants de l'administration, un représentant nommé par le préfet, par le directeur départemental des finances publiques, un représentant de la Banque de France, ainsi qu'un certain nombre de représentants d'associations de consommateurs.
qui est en lien avec l'économie solidaire notamment, ainsi que un certain nombre de représentants des services fiscaux. L'idée, c'est d'avoir finalement un multi-regard qui permettent d'appréhender de manière complète la situation économique des intéressés et qui puissent après apporter évidemment des solutions qui soient constructives. Alors concrètement, il faut faire une déclaration de surendettement. Donc on a un imprimé CERFA que je n'ai pas retrouvé là, mais qu'on peut retrouver facilement, où il faut déclarer tout son actif et tout son passif, avec à chaque fois bien sûr le justificatif. Alors plus le dossier est bien monté, c'est-à-dire qu'on dit voilà, je gagne tant, je justifie par telle et telle chose, ce qui fait que je crois qu'il faut encourager les débiteurs à se faire accompagner pour procéder à cette déclaration. Alors accompagnés par les personnels du secrétariat de la commission qui sont assez bienveillants et puis surtout extrêmement compétents et qui savent très bien ce qu'il faut pour permettre d'obtenir la recevabilité du dossier. Les assistants sociaux peuvent aussi intervenir et aider dans cette préparation des dossiers, surtout pour des débiteurs qui n'ont pas forcément toute la facilité pour bien réunir et surtout bien justifier de leurs allégations et surtout ne rien oublier ni de son actif ni de son passif, à peine encore une fois d'être déclaré irrecevable. Il y a certaines associations aussi qui peuvent participer et aider au montage de ces dossiers. Donc, au sein de la commission de surendettement, il y a un secrétariat qui est en charge d'instruire les dossiers, qui vérifie avec vous, qui vérifie pas forcément avec vous, ça peut être aussi une procédure purement écrite, si la complétude du dossier, si ce dossier est complet. Si ce dossier n'est pas complet, elle vous invite c'est une procédure écrite. Normalement, elle doit vous adresser un courrier en ce sens, vous invitant à compléter et régulariser les éléments qui manquent. S'il est complet, ce secrétariat envoie dans le délai de 48 heures une attestation confirmant le dépôt du dossier et une information selon laquelle vous êtes inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le fameux FICP. Ce qui est important, c'est qu'à ce stade-là, tant que un dossier qui est complet n'est pas forcément recevable, tant qu'il n'atteint pas la seconde phase, on va l'évoquer, ni vos créanciers ni votre banque n'est informé de votre dossier de surendettement. Dans la mesure où si finalement la commission de surendettement ne retient pas votre dossier, que vous ne soyez pas finalement impacté par cette démarche. Ces étapes sont très très administratives parce qu'elles emportent un certain nombre de conséquences qu'on verra à l'occasion, notamment si la commission de surendettement ne répond pas dans un délai précis. Ça peut avoir des conséquences sur les taux d'intérêt de vos emprunts éventuels. Une fois qu'on a procédé à cette déclaration, donc soit le dossier est déclaré recevable et on va maintenant détailler les conditions les conséquences de cette recevabilité, étant précisé qu'en cas de décision d'irrecevabilité, on a toujours une possibilité de contester cette décision devant le juge du surendettement, qui est un juge du tribunal d'instance. Une contestation, alors certains créanciers peuvent contester la recevabilité en disant ce créancier, ce débiteur-là n'est pas de bonne foi, c'est pas possible, ou un débiteur déclaré irrecevable peut aussi saisir le juge du surendettement pour dire si j'étais de bonne foi. Et le juge tranche cette question de la recevabilité. Quelles sont les conséquences à présent de la recevabilité de la demande? Alors très schématiquement, la première, et elle est importante bien sûr, c'est la suspension et l'interdiction de toute procédure d'exécution, c'est-à-dire pour parler clair, on arrête les procédures de saisie et toutes les mesures et toutes les voies d'exécution forcées, donc saisie sur salaire, saisie vente, saisie attribution, ça a un effet
la décision de recevabilité a cet effet automatique. Deuxième conséquence importante, c'est aussi la suspension des mesures d'expulsion de logement, puisque dans cette hypothèse, soit que la procédure d'expulsion est en cours ou qu'elle va démarrer, on a des possibilités où la commission a des pouvoirs de travailler et de demander la collaboration d'autres commissions, notamment la commission CAPEX qui intervient pour prévenir les situations d'expulsion et trouver des solutions et leur aménagement. Mais quel que soit l'état de la procédure, le juge, à tout moment, à partir de la décision de recevabilité, peut stopper la mesure d'expulsion, et ce qui, d'un point de vue concret, est absolument fondamental pour un débiteur qui puisse garder son logement. Ça participe bien entendu, et on peut l'imaginer, à le sortir de et ne pas encore aggraver davantage une situation de précarité souvent compliquée. Alors, toujours sur les conséquences de la recevabilité. Donc, 1, on peut arrêter les saisies. 2, je peux éviter de me faire expulser. 3, c'est aussi, et c'est d'un point de vue pratique extrêmement important, c'est aussi la décision de recevabilité emporte le rétablissement des APL, et qui permet, que cette décision emporte également le rétablissement de toutes les allocations logement à partir de cette décision de recevabilité. Autre conséquence qui est toujours liée à cette condition de bonne foi, c'est l'interdiction pour le débiteur de payer des dettes qui seraient antérieures à la recevabilité ou d'aggraver son insolvabilité. L'idée étant toujours, on veut bien faire des efforts, vous protéger, vous aider, vous accompagner, mais tout doit se faire dans un nécessaire équilibre de respect des intérêts de chacun, et débiteur et créancier. Autre conséquence, c'est l'arrêt des intérêts et des pénalités de retard, ce qui a aussi des conséquences pratiques extrêmement importantes, puisque les dettes qui figurent dans l'état d'endettement qui va être retenu par la commission de surendettement ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de la recevabilité. Voilà sur les conséquences les plus importantes. On va peut-être pas rentrer dans des détails plus techniques, mais les principales conséquences sont celles que je viens d'énoncer. Une des conséquences classiques quand on est en surendettement, c'est les conséquences quant aux relations avec le banquier. Le banquier est nécessairement, obligatoirement informé par la commission de surendettement qu'il y a un plan de surendettement, et ça, quelquefois, ça incite ce dernier à revoir les conditions. Il en a le droit, revoir les conditions de fonctionnement du compte. En revanche, il n'a pas le droit de mettre un terme aux relations contractuelles, c'est-à-dire fermer le compte. Il peut simplement modifier un petit peu le fonctionnement, peut-être diminuer les moyens de paiement. Ça peut être aussi éventuellement autoriser un nombre de prélèvements automatiques limité. Il peut également envisager d'autres formes de fonctionnement, donc il peut ajuster. En revanche, il ne peut pas fermer tout simplement le compte en banque. Alors concrètement, une fois qu'on est recevable et qu'on peut bénéficier des mesures, quels sont en réalité les pouvoirs de la commission de surendettement, pouvoirs de cette commission de surendettement qui ont été renforcés depuis une loi de début d'année 2018, avec aujourd'hui des pouvoirs un peu plus coercitifs, le rôle du juge ou le juge n'intervenant que de manière plus subsidiaire. Alors, quels sont concrètement les pouvoirs de cette commission de surendettement? Donc avant 2018, je ne vais pas rentrer trop techniquement dans la description de la procédure, on avait nécessairement une première phase qui était une phase de conciliation. On essayait de trouver des accords avec le créancier, le débiteur. Aujourd'hui, cette phase de conciliation, il est possible pour la commission de surendettement de l'écarter dès lors qu'il n'y a pas de bien immobilier, que le débiteur n'est pas propriétaire d'un bien immobilier. Le but de tout cela, c'est d'accélérer les procédures et d'aboutir très rapidement à l'élaboration d'un plan de surendettement.
Ce qui intéresse et ce qui vous intéresse, je pense, c'est de savoir exactement qu'est-ce que peut faire la commission de surendettement pour l'établissement d'un plan et comment aboutir au traitement de cette situation de surendettement. Alors, en résumé, la commission peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature à condition que ce ne soit pas des dettes professionnelles, sans que ce délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder cette année. C'est la limite qui est fixée par la loi. Donc un report ou un rééchelonnement pendant cette année. Elle peut ensuite décider d'imputer d'abord le paiement ou les paiements de la dette d'abord sur le capital. Elle peut aussi imposer que la réduction du taux d'intérêt et que les sommes qui correspondent aux échéances qui sont reportées ou rééchelonnées portent intérêt à taux réduit. Elle a aussi la possibilité, et c'est une mesure qui est assez importante, notamment quand la situation des débiteurs est assez obérée, une possibilité de suspendre totalement l'exigibilité des créances, sauf les créances alimentaires, mais Loïc Bourgeois l'a évoqué tout à l'heure, donc un gel des créances pendant un délai de 2 ans. Donc, et au bout des 2 ans, à la demande du débiteur, eh bien, la commission va pouvoir réexaminer le dossier et à nouveau imposer des mesures qui pourront être les mesures que je viens de citer, donc le rééchelonnement, l'imputation, la réduction des intérêts. Elle ne peut pas, en revanche, geler une deuxième fois les crédits. Ça veut dire que si au bout de la première période de suspension de l'exigibilité, la situation reste difficile et irrémédiablement compromise, eh bien, il faut basculer dans le second régime qui est celui du rétablissement personnel qu'on va évoquer tout à l'heure. Oui, avant d'évoquer peut-être ce régime-là, simplement sur la question quid si je suis propriétaire d'un bien immobilier. Alors, lorsqu'on est propriétaire d'un bien immobilier, il y a un dialogue qui s'instaure. On tente de trouver un accord avec le titulaire de l'emprunt, à savoir souvent le banquier. Parce qu'on part dans l'hypothèse il reste encore des crédits, évidemment, des crédits à rembourser. L'idée qui n'existait pas avant, c'est que on protège le bien immobilier, on protège le toit, on protège le logement. Donc on essaie de trouver finalement un accord conventionnel avec l'organisme d'emprunt. Ça peut prendre la forme peut-être d'une réduction, on échelonne un peu plus longtemps les remboursements. Ça peut être aussi une réduction de l'emprunt, ça peut être aussi une réduction du taux d'intérêt. Tout est envisageable à partir du moment où c'est à titre conventionnel. On peut aussi, et dans toute cette négociation, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Commission doit être active. Donc ça peut prendre aussi la forme d'une espèce d'accord général à la fois avec l'organisme de crédit, mais également un engagement du débiteur de gérer différemment son quotidien, peut-être d'arrêter un certain nombre d'exigences dans le cadre de son quotidien. Tout peut être mis sur papier et à partir du moment où l'ensemble des clauses contractuellement convenues sont respectées, la convention qui a été faite est validée par la commission et a finalement force exécutoire. Ça vaut comme si c'était une nouvelle convention qui doit être respectée par l'ensemble des parties. Bien évidemment, si une des parties ne respecte pas, on entend là par là le débiteur, une des clauses, la conséquence immédiate, c'est de mettre un terme à tout ce processus et l'organisme d'emprunt, le banquier, comme souvent, reprend ses droits et notamment la possibilité d'exécuter un certain nombre de voies d'exécution. Voilà la précision sur la question de l'emprunt immobilier. S'il n'y a pas d'accord entre
l'organisme de crédit et le débiteur sur les modalités se désaccordent comme à chaque phase de la procédure. À partir du moment où il y a un désaccord, c'est tranché par le juge d'instance, le juge d'instance, mais c'est le juge du surendettement qui impose cette fois-ci à l'ensemble des parties son point de vue par voie de jugement. Alors une fois que on est arrivé à ce stade de la procédure, donc soit le plan aura fonctionné et au bout de 7 ans, le débiteur aura été libéré de toutes ses obligations, soit on n'y arrive pas et on tombe donc dans le second régime qui est celui du rétablissement personnel, qui suppose donc de caractériser une situation qui doit être irrémédiablement compromise. Ça veut dire que la situation, elle est tellement grave que le passif ne peut pas être apuré sur cette année et que le débiteur, même si la commission usait de tous ses pouvoirs, c'est-à-dire réduisait les taux d'intérêt, rééchelonner, le débiteur ne peut que repartir de zéro et que il faut arriver à un effacement total des dettes, ce qui est possible de faire donc avec 2 régimes aussi dans ce rétablissement personnel. Quand il n'y a pas de bien immobilier, on peut avoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Avec un bien immobilier, un rétablissement personnel qui a entraîné la liquidation judiciaire et qui là imposera bien la réalisation de tous les actifs et c'est souvent là des situations qui sont humainement douloureuses, la vente du bien immobilier et la réalisation de tous les actifs pour arriver à cet effacement des dettes. Avec s'agissant d'une vente forcée, c'est important parce que d'un point de vue concret, là aussi pour les débiteurs, c'est extrêmement important. Le juge, en cas de vente forcée du bien immobilier, peut décider de réduire la fraction restant due dans l'hypothèse où le bien immobilier va être vendu et ne permet pas de régler la totalité et ce qui reste dû au titre du crédit immobilier ayant financé le bien. Parce que il y a des cas, et l'expérience me l'a déjà fait malheureusement rencontrer, où des débiteurs se voient contraints de vendre leur maison, souvent de manière forcée, via des procédures de mesures de saisie immobilière qui sont extrêmement violentes pour les débiteurs, et qui, de surcroît, continuent à payer un crédit alors qu'il n'y a plus de bien immobilier afférent. Donc une disposition qui permet, pour le coup, une fois tout l'actif réalisé, et bien que le débiteur reparte véritablement de zéro. Voilà schématiquement ce que vous pouvez en dire. Peut-être 2 précisions pour laisser le temps aux questions. 2 précisions que sur des questions en tout cas que nous on rencontre lorsqu'on est saisi de dossiers de cette nature. Première question, quid de la caution? Qu'est-ce qui se passe lorsque moi je suis en plan de surendettement et Sylvie Bourgeon est caution et a été amenée à payer en mes lieux et places du fait de mon incapacité à payer. Alors il faut savoir que malheureusement la caution ne peut pas se prévaloir du plan de surendettement. Imaginons que je bénéficie d'un plan de surendettement, ma situation est irrémédiablement compromise, je ne pourrais pas faire face à mes dettes et que je bénéficie d'un rétablissement personnel. Donc toutes mes dettes sont effacées. La question qui s'est vraiment posée, de savoir est-ce que Sylvie Bourgeon pourrait dire aux créanciers, attention, la dette a été apurée, donc moi je suis plus du tout tenu de ma caution. Non, la caution reste malheureusement tenue de régler en lieu et place du débiteur défaillant, quand bien même ce dernier a fait l'objet d'un redressement, d'un plan. Soit d'un effacement des dettes, soit effectivement d'un plan de rétablissement personnel. C'est assez injuste, mais c'est comme ça. Ce qui explique d'ailleurs que lorsque la commission de surendettement envisage un plan de remboursement des dettes, il y a un certain nombre, elle priorise
un certain nombre de dettes, en commençant notamment par les dettes dues à la caution, partant du principe qu'il y a une certaine injustice à ce qu'une personne qui a pu donner un coup de main à un moment donné se trouve dans cette difficulté et dans l'ordre du remboursement des dettes, les dettes professionnelles et les dettes d'organismes de crédit viennent souvent en dernier. Donc ça, c'était le premier point, la question de la caution. Deuxième point. Simplement, il n'y a pas en matière de surendettement des particuliers de principe d'égalité stricte de tous les créanciers comme ça existe pour les entreprises. Ça veut dire que on a certains créanciers, on peut réduire des dettes de manière, on n'est pas obligé de traiter les créanciers de la même manière, c'est-à-dire qu'on peut réduire le montant d'une créance pour certains types de créanciers pour permettre, l'esprit de cette procédure étant encore une fois de protéger le débiteur et de l'aider à sortir de cette situation. Petite précision, mais quand même pour un peu marquer les esprits, lorsqu'il y a un effacement des dettes, juridiquement, on ne considère pas que le paiement est intervenu, que l'intéressé fictivement a réglé son créancier, notamment si, alors c'est un peu complexe, s'il y a un gage ou il y a un gage sur un véhicule, l'organisme, en tout cas le propriétaire du véhicule qui a vendu, l'ancien propriétaire qui a vendu le dit véhicule et qui s'est octroyé, pour faire très simple, la propriété jusqu'à paiement complet du véhicule, pourra récupérer le véhicule dans l'hypothèse où l'acheteur a bénéficié d'un plan de rétablissement. Sinon, ça serait un petit peu trop facile que le débiteur contracte un crédit pour acheter un véhicule, a le véhicule, se met entre guillemets en plan de surendettement, bénéficie d'un effacement des dettes et conserve le véhicule. Donc pour éviter cette injustice, on considère que le rétablissement personnel ne vaut pas, ça vaut effacement de la dette, mais ne vaut pas paiement de la dette. Dernière chose, dernier point que je voulais préciser également, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en couple? Est-ce qu'on a l'obligation de déposer un plan de surendettement pour l'ensemble, pour les deux membres du couple, ou est-ce qu'on peut scinder les deux situations? Alors, c'est au choix du surendetté. Il peut tout à fait déposer un dossier pour lui seul ou deux dossiers, ou un dossier couple, entre guillemets, pour l'ensemble du couple. C'est selon. Ce qui est certain, c'est que les créanciers de celui qui n'a pas déposé de plan de surendettement pourra continuer les voies d'exécution, les saisies éventuelles, à la fois sur les biens du conjoint qui n'a pas déposé de plan de surendettement, mais également sur les biens communs. En revanche, effectivement, si le conjoint qui a déposer un plan de surendettement bénéficie, hypothèse d'un rétablissement personnel, l'effacement, ou en tout cas une suspension, plus exactement, excusez-moi, une suspension d'un certain nombre de dettes. Cette suspension, si ça concerne des dettes communes, vaut également pour le conjoint qui n'est pas concerné par le plan de surendettement. C'est souvent une situation qu'on voit et ça méritait, je pense, d'être souligné. Je vous remercie parce que je pense que c'est terminé. Bonne soirée.